là, on est comme dans la grosse game où est-ce qu'on doit compétitionner avec des joueurs que ça fait 50 ans qui sont sur le marché. Ouais. Mais c'est le fun parce que il y a pas beaucoup d'innovation dans notre domaine. Ouais. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Sarah Lambert, présidente et cofondatrice de Aura Médical. Pour reprendre une version de son pitch, Sarah, c'est basically Modern Jesus. C'est-à-dire qu'elle puis sa gang, ils aident littéralement les enfants à marcher. Donc avec une aide à la marche, une composante hardware, mais aussi une composante logicielle SaaS. On parle de son début de parcours académique, de drop out de l'université, des dynamiques de marché réglementaires et d'assurance quand tu fais du med tech, de commercialiser à différents ICP, donc les pros en santé versus les parents d'enfants par exemple, des bénéfices d'avoir une mission à gros impact, de financement, d'ambition globale et de plus encore. Alright, on passe au show. Let's go! Sarah Lambert, bienvenue sur Ça se passe. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Es-tu excité pour ton déménagement à pied ce soir? Pas en ce moment parce qu'il pleut, mais j'espère, comme on a dit, que dans 25 minutes, ça passe. Super. Pour les gens qui te connaissent pas déjà, ton nom, ton titre, puis ton profil, fait que le genre de founder que t'es, rapidement. Je m'appelle Sarah Lambert. Je suis la présidente cofondatrice d'Aura Médical. Je suis vraiment motivée d'avoir un impact social dans la vie de mes anciens patients. Donc, j'ai travaillé comme physio. J'ai pas fini mon bac, mais j'ai commencé. Drop out? Ouais, en fait, c'est que j'ai drop out mon deuxième bac. J'ai terminé un premier bac en physiothérapie à l'Université Laval. Nice. Puis ensuite, j'ai vu un besoin sur le marché, puis j'étais trop motivée d'aider mes patients. Donc, j'ai décidé d'aller en génie mécanique pour les aider avec la technologie. Puis c'est ce bac-là que t'as pas terminé parce que t'as lancé Aura. Ouais, c'est ça. J'ai drop out mon bac en génie mécanique. T'es 50% drop out, là. Ouais, c'est ça. Il y en a un que t'es allé collecter. Ouais. Sick. Aura Médical, O-R-A. Le site web, c'est? Auramédical.ca. Auramédical.ca. Comment tu fais le pitch d'ascenseur pour Aura? Je dis que j'aide les enfants à marcher. OK, mais c'est vraiment un bon punchline. Mais genre, explique-moi le plus. Parce que moi, j'ai vu un peu sur le site web, c'est quand même excitant. Puis il y a une grosse partie hardware. Fait quoi? Vas-y. Ouais, fait que mon but, c'était d'imiter mes mains. Donc, quand je faisais un stage en physiothérapie pédiatrique, je prenais mes mains puis je reprenais une partie de la charge du patient. Donc, j'essayais d'imiter mes mains avec un produit. Wow! Attends un peu. Pourquoi tu utilisais... OK, qu'est-ce que le patient avait... Le patient avait une condition physique quelconque qui faisait que, mettons, marcher, c'était impossible ou difficile, genre? Oui, exact. Donc, des enfants qui ont des retards de développement moteur. OK. Donc, en bas de 12 ans à peu près. Wow. Donc, quand on les aide à marcher, on reprend une partie de la charge au niveau des hanches, puis on supporte le poids vers le haut. Donc, comme ça, ils mettent moins de poids sur leurs jambes, puis ça les aide à avancer. Puis on peut les contrôler au début. Fait que j'essaie un peu d'imiter mes mains. Wow. Puis j'avais vu un peu ce qui se passait sur le marché. Puis j'étais comme, ça n'a pas de bon sens que tous les appareils qui sont actuellement sur le marché, c'est quand même en tout cas, dans ce que je travaillais, c'était des produits quand même assez vieux. Puis il n'y avait pas beaucoup de technologie dans ce qu'on utilisait. Donc là, j'étais comme, ça serait le fun de pouvoir imiter mes mains, d'aider mes patients. Fait que mon elevator pitch, c'est qu'on aide les enfants à marcher en construisant des nouveaux outils d'aide à la marche. Dans la prep, t'as mis quelque chose de vraiment cool. T'as dit quand je veux être un peu plus provocatrice, je dis qu'on est... le Modern Jesus. Modern Jesus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment baller. Ouais, c'est ça que j'allais dans des conférences des fois, puis quand tu veux vraiment être percutante puis que les gens se souviennent de toi, je suis comme, moi, je suis un Jésus moderne, puis je fais marcher les patients. Ben, moi, je trouve ça sick. Le côté marketing en moi, je trouve ça très cool. Chose certaine, il y a une noblesse dans ta mission, right? Sans vouloir ou insulter tous mes amis de B2B SaaS qui font un B2B SaaS CRUD pour une business qui gère de la data puis que c'est pour compétitionner avec Excel. C'est tout cool, puis j'adore ça. Mais genre,
Calisse, t'aides quand même des enfants à marcher. Genre. Fait que t'as une grosse composante hardware, une composante software aussi. On va pouvoir rentrer là-dedans. Mais avant qu'on aille à ce niveau-là, je suis curieux d'avoir un snapshot en chiffres un peu de la compagnie aujourd'hui, sa croissance, t'en es où, mettons? Oui, on a commencé à vendre en 2023. OK. Donc, ça nous a pris 3 ans à construire. On était au début à temps partiel parce qu'on était une gang d'étudiants motivés qui faisaient ça après le soir. Ouais. Fait qu'en 2023, on a commencé à vendre. Première année, on a fait, en 2023, 150 000 en vente. OK. L'année passée, on a triplé notre chiffre d'affaires. Let's go! Ouais. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on est un produit médical, donc on a besoin d'être enregistré. On est enregistré dans 26 pays. Ah ouais? Comme un classe 1 medical device. OK, il y a comme un registreur avec un arbitre de ça à quelque part. Right? Ouais, ben il y a quelqu'un à l'interne qui s'occupe du regulatory, puis qui a plein de papiers, puis c'est différents pays en pays. Wow. Donc maintenant, on est dans 26 pays. On est maintenant remboursé en Ontario, en British Columbia aussi. Québec, ça s'en vient. On a fait notre première demande de considération spéciale avec la RAMQ. Let's go. Le but, c'est vraiment de rendre leur adaptation accessible. Donc là, en ce moment, on a un produit qui est pour enfants avec le Levity qui s'appelle, qui est notre support partiel de poids, mais on vient de lancer un deuxième produit qui est le SAS, qui au début était juste connecté avec le Levity, mais maintenant, c'est vraiment un standalone product. OK. C'est quoi le nom du... C'est Aura Connect. Aura Connect. Ouais. Donc, le but, c'est de connecter les patients avec leurs professionnels de la santé. Insane. Ben écoute, je sais qu'il y a beaucoup de ministres haut placés au Québec qui écoutent le podcast, fait que sûrement que ça risque d'accélérer votre distribution au Québec. On espère. C'est des farces. Il y a combien de personnes qui travaillent de ton équipe? Ça ressemble à quoi? On est 8. Vous êtes 8? Ouais, 8 C'est quoi les motivés. profils, genre? 8 motivés? Ouais. Ah ouais. 8 crinqués. Tant mieux. On est toutes fin vingtaine, début trentaine. OK. Mi-trentaine. Ouais. Fait que, tu sais, vraiment un profil de... Tu sais, j'ai jamais fait ça pendant 20-30 ans. Là. Ouais. Fait qu'on apprend vraiment beaucoup à tous les jours. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que on a tellement de learning à toutes les semaines, puis on est tellement motivés qu'il y a pas de on veut vraiment que ça fonctionne. Puis on s'est vraiment tout donné depuis 5 ans. La majorité, on a vraiment un core très, très ingénieur. Ouais. Là, j'ai rencontré mon cofondateur dans une société technique à Polytechnique. On faisait des exosquelettes. Oh, wow. Fait que des exosquelettes bracales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mettons, en moldu? C'est que ça l'aide les articulations. Ça va... Des fois, pour les gens qui ont des difficultés à bouger, ben, ça va aider au mouvement. OK. Fait que c'est souvent motorisé au niveau des articulations. Fait que ça l'aide à faire un mouvement en cas de dystrophie ou... Je ne cacherai pas que le petit gars en moi, quand j'entends exosquelette, je pense vraiment à genre des mech warriors de science-fiction. Ça, mais il y en a pour ça. Il y en a, le pire, sûrement. Genre, ouais, ça doit être fucked up. Dans l'armée, ouais. Il y en a pour ça, mais nous, on était plus intéressés par le côté médical. Fait qu'au début, on faisait ça le soir, la fin de semaine. Fait qu'il y a une gang d'étudiants motivés qui faisaient des exosquelettes. Puis finalement, ça a l'idée à une compagnie. C'est insane. Puis, t'avais-tu une fibre entrepreneuriale à la base? Ou t'étais plus une passionnée, une technicienne, une doer, puis là, à un moment donné, t'as comme senti ça émerger en toi, genre? Ouais, j'étais plus une doer. Ouais? C'était mon cofondateur Louis. Qui m'a vraiment poussé, salut Louis, qui m'a vraiment poussé à partir la business parce que moi, je pensais pas que c'était possible. Mes grands-parents étaient entrepreneurs, mais tu sais, il y avait personne, des services en électricité, puis ils ont vendu à Hydro-Québec, je pense. Let's go. Ouais, let's go. À Lévis. Moi aussi, je viens de Québec. Ah ouais? Tu viens de Québec, c'est vrai? Tu m'as dit ça, je pense. Ça fait longtemps, la première fois qu'on se parle. OK. Ouais. Nice. Fait que, à part ça, Louis avait tout le temps été un petit, pas rebelle, mais quand même rebelle à l'école, où est-ce qu'il aimait faire les choses un peu par lui-même, de sa façon. Puis, on faisait un comité étudiant. Ouais. Où est-ce qu'on faisait des exosquelettes. Ouais, Puis Louis était le directeur de la société étudiante. OK. Puis, fait que, tu sais, il prenait déjà des décisions. Fait que, tu sais, on avait déjà comme un certain background de gestion, même si c'était à plus petite échelle. Lui, Louis, était-il étudiant
assistant professeur. Ouais, quel rôle il jouait là-dedans? C'était juste un autre étudiant en génie mécanique. Qui prenait le lead là-dessus. Qui prenait le lead, ouais. Fait que des sociétés étudiantes. Fait que c'était lui qui gérait. Puis là, on revenait, on avait gagné un concours, on allait à Québec. Puis là, en revenant du concours, on s'est fait annoncer que on avait moins de cash en banque avec la société étudiante. Fait que là, Louis avait dit OK, Sarah, on part notre business. Ouais. Fait que là, j'ai fait OK, ben j'ai peut-être une idée. Fait que ça s'est passé de même. Dans un road trip? Ouais. Vous avez jasé de ça? Ouais. Puis, est-ce que... Parce que là, tu n'avais pas nécessairement une aspiration à la base entrepreneuriale, fait que tu n'avais pas d'expérience à travailler avec d'autres founders ou des investisseurs ou whatever. Ce Louis-là, qu'on mentionne, qui est ton co-founder, as-tu l'impression que tu avais déjà travaillé assez avec ou que tu lui connaissais assez pour lui faire confiance puis embarquer dans un espèce de mariage entrepreneurial comme cofonder quelque chose? Ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. Fait que je savais un peu de, tu sais, c'était quoi son style. OK. Puis c'était très complémentaire au mien, là, où est-ce que moi, j'aime ça parler, puis on faisait des concours, moi, je pitchais, lui, il faisait toute la prep en arrière. Ouais. OK. Fait que je préparais aussi, mais on avait des profils très complémentaires, puis on a encore des profils complémentaires aujourd'hui. Au début, c'était lui le président. OK. Puis là, finalement, vu que j'aimais pitcher, ben on s'est comme inversé les rôles. Fait que là, maintenant, c'est le directeur des opérations. Ouais. Super bon en opération. Il aime les chiffres, il aime les KPI, il aime l'organisation. Puis, fait qu'on est vraiment un bon duo. C'est cool. C'est très, très cool. Puis, je suis curieux de voir... de tirer sur un fil puis voir il remonte jusqu'à où dans ta vie. Mettons, physiothérapie, aider, le désir d'aide, mettons, à l'autre, c'est quelque chose qui a été toujours là, qui a émergé parce que tu as vu des choses. Pourquoi tu avais le goût d'aider du monde, genre, tout court? Ouais, c'est une bonne question. Ben, j'ai eu une entorse de cheville. OK, ça commence avec une entorse. Ouais, vraiment une entorse de cheville. Puis là, c'est là que j'ai vu c'était quoi la physio. OK. Dans le temps, je faisais de l'athlétisme de haut niveau. Puis j'étais... sérieuse? Ouais. Ben, let's go. Fait que je me pratiquais pour ça. Puis ça m'avait vraiment comme... J'étais tellement anéantie du fait que je pouvais pas compétitionner parce que j'avais une entorse de cheville. Puis là, j'ai découvert la physiothérapie. Puis j'étais comme, c'est tellement hot de pouvoir aider des athlètes qui se sont blessés, puis à les aider dans la progression. Ils vont redevenir up to speed grâce à un peu tes services. Fait que je trouvais que c'était un milieu, je trouve encore que c'est un milieu vraiment humble. Ma petite sœur, c'est une athlète internationale de vélo de montagne. Puis tous les thérapeutes physiques qu'elle a eu, entre autres physio, là, c'est des lifesavers. C'est ça. Ça change la donne beaucoup pour les athlètes. Là, c'est ça. À un autre niveau. Ouais. C'était quoi ton genre de... En athlétisme, j'ai l'impression que tu fais 12 affaires différentes. Là. Toi, c'était quoi ton sport ou ta discipline où tu étais la meilleure? C'était genre le lancer de la de boulet? Sans vouloir t'insulter, mais ça me fait une shape de lanceuse de boulet. Non, j'en sais pas du boulet. Mais avant, j'étais vraiment grande. Fait que j'ai la grandeur que j'ai là. Avant, j'étais pas vrai. Parce que maintenant, je me considère dans la moyenne, OK? Mais au secondaire, mettons... OK, au secondaire, j'étais... C'est pas à mon âge. Mais au secondaire, mettons, j'étais vraiment très grande. OK, ouais. Primaire aussi. Fait que tu sais, les photos d'école, là, la personne à gauche complètement ou à droite complètement, là, bon, c'était moi. C'est ça. Fait que je faisais des sprints. Des sprints? Ouais. 100 mètres, 200 mètres. Tu sais, vu que j'avais des grandes pattes, ça marchait bien. Ouais. C'est impressionnant, les sprints. Quand tu vois des athlètes, mettons des Olympiens sprinter à vitesse ralentie, là, tout le corps, comment qui bouge puis qui mord genre le plancher, t'es comme, hey man, c'est tellement... Est-ce que c'est plus compliqué que ça a l'air, mettons? Ouais. C'est le temps d'augmenter la densité de talent puis d'ambition en tech au Québec le 10 septembre avec la SaaSpass Conf 25, notre première édition. C'est exactement ça qu'on va faire. Ça va être toute la journée à Montréal chez Workleap. Il y a 250 places. Vous pouvez aller sur conf.saspass.com pour les détails. La programmation va être insane. Il y a des keynotes de GR de Workleap, Raph Paquin, Vicky Boudreau, 2 des co-founders de Gaia, Marc-Olivier puis Olivier. Il va y avoir un pitch party, 5 startups qui compétitionnent devant jury et public. On va closer
la journée avec un live pod avec nul autre que Greg Eisenberg, un de mes idoles côté business que j'ai réussi à faire revenir à ses racines de Montréal. Gros Pokémon légendaire, je suis bien content. Tous les commanditaires sont insane cette année. Merci à ce monde-là. Vous pouvez aller les voir sur conf.saspace.com/commanditaire avec un S. Workleap, Ange Québec, Capital Numérique, Good Bytes Studio, Gaia, Yak, Finalta. Merci tellement. Allez voir leurs AI avatars sur le site. Comme je vous dis, il reste des billets en ce moment, mais c'est sûr qu'on va être sold out. Il y a juste 250 places. conf.saspace.com pour acheter vos billets. Cheers! Ouais. Cool. Fait que là, t'as comme une entorse pendant ta carrière d'athlétisme, puis tu te dis, crime, il y a des physios qui m'ont aidé. Peut-être que moi, je pourrais aider du monde aussi, genre. Ouais. Mais quand est-ce que ton désir d'aider... J'ai comme l'impression que t'avais un désir d'aider peut-être agnostique à comment aider. Ouais. Parce que t'as eu la physiothérapie qui est très genre, OK, on va donner des exercices, on va jouer avec ton corps, ça va être très kinétique ou whatever. Ouais. Ça, je veux dire. Tu sais quoi je veux dire? Tu fais beaucoup de palpation. Ouais, beaucoup de toucher. Le mot. Palpiche, mettons. Mais là, t'as comme fait, ouais, mais le pain ou les problèmes transcendent ce que je peux faire de mes mains. Ouais. Fuck it, je vais genre m'éduquer, puis tu sais, c'est comme prendre un petit risque, là, refaire des études une fois que ta carrière est déjà startée pour aller régler le problème d'une autre manière avec la tech. Ça, je trouve que c'est genre un symptôme de l'entrepreneur. De genre, non, je care enough à propos du problème que genre, je vais trouver la manière de régler le problème. Je tripe pas juste sur la solution. Fait que je te donne cette fleur-là. Merci. C'est quand même fucking cool. T'avais quel âge quand t'as changé de bac? J'avais 22 ans. T'avais 22 ans. OK. Ouais, fait que j'ai gradué en physio en 2018. OK. J'ai de mon bac. Puis ensuite, au lieu de faire la maîtrise, je suis allée en génie mécanique faire un nouveau bac à Polytechnique. Fait qu'on a commencé un autre 4 ans. Oh boy, ouais, quand même. Ouais. C'est là que tu as rencontré Louis. C'est là que j'ai rencontré Louis. All right. Okay. Ça m'a comme ouvert les yeux que tu peux créer des choses puis le vendre, tu sais. Je me souviens, il y avait Polytechnique. À Polytechnique, on a fait l'accélérateur Propolis. C'est quoi ça? C'est comme un accélérateur, un incubateur, mais associé à l'école. OK, got it. Maintenant, je pense qu'ils sont ouverts à plus qu'une école. Mais fait qu'on avait fait ça. Puis je me rappelle, il y avait une des personnes de Propolis qui était venue nous voir, puis il était comme, est-ce que tu veux commercialiser ta tech? Dans le temps qu'on faisait des exosquelettes, puis là, j'étais comme, c'est possible. Puis là, il était comme, ben, pourquoi pas? Puis là, j'étais comme, OK, ça serait le fun, ouais. C'est vraiment intéressant parce que je commence à en avoir interviewé pas mal de founders, puis t'as comme des points de départ d'histoire entrepreneuriale différents, right? Ouais. Puis toi, t'es tombé dans la latte ou la classe de point de départ qui est académique. Ouais. Ou est-ce que là, t'as des tripeux, t'as du monde technicien, scientifique, ingénieur, qui développent des innovations, qui veulent régler des vrais problèmes, mais que l'initiative ou l'intention initiale, c'est pas nécessairement je veux capitaliser, commercialiser et profiter de ça. C'est genre, je veux régler de quoi. Puis là, t'as comme le Chris, dans le fond, si je pourrais amener ça plus loin, ça va être à travers le véhicule d'une compagnie. Genre. C'est ça. Puis, je serais curieux de voir, as-tu l'impression... Fait que, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais mettons, ces espèces d'accélérateurs, incubateurs-là qui sont associés à des universités, là, as-tu l'impression qu'ils sont un net positif pour notre culture startup, genre qui light des petites étincelles qui font que le monde, les founders étudiants comme toi deviennent des actual founders qui commercialisent dans la vraie économie, dans la vraie vie, tout ça, genre? Ben moi, c'est les incubateurs qui m'ont fait en sorte de, OK, comme it's real, puis ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'avait aidé. J'avais fait le programme validé de Polytechnique un été. Ouais. Puis le but, c'était de valider si ma tech, elle pouvait être bien commerciale. Ça avait bien été, ça? Ouais, à la fin, on avait des projets de recherche qui lançaient avec notre première patiente qui faisait des tests au centre de réadaptation Marie-Enfant ici à Montréal. Puis après, quelques mois après qu'on ait fait notre premier essai au laboratoire de marche, c'est là qu'on s'est dit, OK, on peut pas passer à côté. Là. La petite fille, son patron de marche était vraiment meilleur. On a fait une étude comparative avec son appareil de marche habituel. Puis là, c'était tellement beau qu'on était comme, c'est notre devoir de le pousser. Insane. OK, on va creuser là-dessus, ça m'intéresse. Okay. De genre, pas d'épaisser, c'est quoi le mot que je cherche? Disséquer un peu l'histoire. Ouais. Pas un bon verbe, whatever, moving on. Ouais. Fait que là, il y a une petite fille qui a des problèmes de mobilité, right? Comment t'appelles ça?
une des causes la plus répandue, c'est la paralysie cérébrale. Ils sont souvent nés avec ça se développe, là, mais c'est souvent un retard de développement moteur qui tombe à un diagnostic de paralysie cérébrale. OK. Fait que ça, une des conséquences de ça, c'est des problèmes de mobilité. Ouais. Puis elle, cette petite fille-là, comment elle réglait ou comment on tentait de régler son problème de mobilité avant Aura, avant Levity, votre exosquelette? Ouais. On l'appelle ça encore un exosquelette? Moi, non. Ouais, comment tu l'appelles? En Keb, c'est une marchette. OK. En anglais, c'est un gait trainer. OK. Un appareil de marche. Un appareil de marche. Mais on peut appeler ça une marchette. Mais excuse, mais genre, j'ai vu ma grand-mère récemment, puis elle a une marchette, elle ressemble pas pantoute à votre truc, là. On s'entend que vous êtes plus exosquelette que marchette dans ma tête de noob, mais whatever. C'est exactement ça qu'on veut donner comme impression. On est entre une marchette puis un exosquelette. Fait qu'on y a comme un sweet spot où est-ce qu'il y a du remboursement, mais c'est juste un peu plus high-tech que les marchettes habituelles. Fait pour revenir à notre petite fille là, qui était au début un peu de la genèse ou dans les premiers chapitres, elle, c'est quoi qu'elle utilisait ou qu'on utilisait avec elle pour l'aider à marcher? Elle utilisait une marchette, mais comme un déambulateur, là, qu'est-ce que ça s'appelle? Oui, ça fait que ça a 4 pattes. Oui, c'est ça. Puis elle met tout son poids sur les avant-bras. Ouais. C'est un peu comme les marchettes pour les personnes âgées aussi. Là, ils s'aident en mettant du poid sur les avant-bras. Ouais. Mais ça fait en sorte que Nayla, son nom, là, était super forte des avant-bras. Elle était super forte. Mais les jambes, on mettait pas assez de poids sur les jambes. Fait que, ça permettait pas de développer une marche qui était autonome. Donc, c'est comme si ça la rendait tout le temps dépendante de son appareil. Si on renforçait jamais les jambes, les mains vont devenir super fortes. OK. Donc, puis on regardait au laboratoire de marche, elle avait de la triple flexion, ça s'appelle, fait qu'une flexion au niveau des hanches, des genoux, puis des chevilles. Fait que ça veut dire qu'elle était comme un peu comme accroupie. Là, ouais, je pense que je vois le genre. Tu sais, un peu comme penchée, mais ses jambes n'étaient pas dans une bonne posture, comme un V. Là, tu sais. Ouais. Donc, avec le Levity, ce qui était le fun, vu qu'on reprend une partie de la charge, on permettait à ses jambes d'être plus droites. Donc, après, on est encore en train de le démontrer, mais on pouvait voir que Nayla, si elle avançait plus vite avec l'appareil, elle gardait une bonne posture de marche, contrairement à son autre marchette habituelle, où est-ce qu'elle mettait beaucoup de poids sur les avant-bras, fait que les jambes allaient un peu dans une moins bonne direction. Le patron de marche, c'est que vous avez une manière d'évaluer un peu le rythme ou la fréquence des pas sur un genre de papier calque, je sais pas comment ça marche. Oui, il y a vraiment une science sur le patron de marche où est-ce que, tu sais, quand tu déposes ton pied au sol, tu sais, voici la biomécanique de ta jambe. Okay. Donc, il y a vraiment une science à travers ça, mais... Ouais, moi, je me l'ai déjà fait un peu, puis je marche comme ça. Comment t'appelles ça? Pronation. Ouais. J'ai ça. Ouais. C'est le seul défaut que j'ai. Mais... Maintenant, c'est rendu que je le spot dans la rue quand des gens... C'est sûr. OK, fait que là, tu dis que vous avez eu un moment un peu de... Pas un choc, mais un genre de... Un wow, un genre de... C'est trop beau ce qui se passe, faut qu'on continue. Ouais. À ce moment-là, vous aviez pas eu encore aviez-vous des défis entrepreneuriaux, genre des défis, mettons, de financement, commerciaux? Avez-vous commencé à dealer avec du cash puis des RH, ou c'était plus encore dans la R&D, dans le technique, dans le prototypage? C'était vraiment plus R&D, prototypage. Okay. Fait que vous avez eu cette flamme-là de mission noble au départ. Ouais. Early on. Ouais. OK. Puis comment, d'abord, fais-moi le pont, parce que là, je comprends comment tu commences à valider dans le vrai marché via un peu l'enrobage d'accélérateur-incubateur que tu parlais, mais comment ça devient une vraie compagnie, là, puis que ça sort d'espèce d'enclos universitaire? Ouais. Ben, c'est une bonne question. Fait que qu'est-ce que les incubateurs m'ont poussé à faire, c'était d'aller chercher, de parler à des gens, tu sais, ce que j'aurais fait de toute façon, mais eux autres, tu sais, il fallait vraiment que je fasse un rapport là-dessus, sur qu'est-ce que j'avais appris. Fait que j'étais allée revoir mes anciens profs de physio en pédiatrie. Okay. J'avais pitché l'idée. J'étais comme, t'en penses quoi, là? Penses-tu que c'est une bonne idée? Si au lieu de l'enfant met son poids sur ses mains, maintenant, le produit reprend une partie de la charge, il peut s'entraîner, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ce principe-là? Puis ils ont vraiment aimé. Okay. Donc après, j'ai parlé à un médecin
qui m'avait dit « Ah, tu aurais parlé à ce chercheur-là. » Finalement, ce chercheur-là m'introduit à son assistante de recherche qui est maintenant avec nous au sein d'Aura. Donc, fait que tu sais, ça a vraiment tout déboulé. C'est un jeu de connexion. Donc, ça nous a vraiment appris à... Tu sais, premièrement, on évalue la tech sur est-ce que ça vaut la peine d'être commercialisé. Fait qu'on a fait des premiers essais au laboratoire de marche. Puis ensuite, dès qu'on voyait, OK, il y a un potentiel, là, après, ça a été de fine-tuner le prix avec... fait que là, on est comme dans la grosse game où est-ce qu'on doit compétitionner avec des joueurs que ça fait 50 ans qui sont sur le marché. Ouais. Mais c'est le fun parce que il y a pas beaucoup d'innovation dans notre domaine. Mettons. Fait que ça nous permet de se faire entendre quand même rapidement. Il y a beaucoup de distributeurs qui reach out parce qu'ils veulent l'essayer puis ils veulent le voir. Comment, on dirait que deux questions. À ce moment-là, quand vous commencez à commercialiser, vous buildez votre réseau et tout, est-ce que la partie logicielle est déjà dans votre esprit ou pas nécessairement? Ouais. Même qu'au début, je l'avais fait full high-tech. Là. J'étais comme, OK, cet appareil-là va avoir toutes les prises de mesure possibles. Ou est-ce que... OK. Les métriques, quand t'appelles ça, genre... Ouais, les métriques. Bon, OK, c'est bon. Fait que tu sais, je regardais la distance de marche, tout ce que je pouvais imaginer. Là. Je voulais que ça prenne, je voulais que ça imite mes yeux, que si l'enfant se pratique à la maison, que je puisse avoir toutes les données comme si j'étais avec lui. Wow. Donc ça, c'était un peu notre vision. OK. Mais c'était un peu trop bold, dans le sens que c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que on mettait plein de capteurs dans l'appareil. Puis là, c'est là où est-ce que la notion de bien comprendre le marché puis les classes de medical device est importante parce qu'en ajoutant tous les capteurs dans le produit, ça veut dire que le produit devenait un classe 2 medical device. OK. Puis ça, la commercialisation est beaucoup plus longue. Où est-ce que tu as besoin... C'est plus difficile de commercialiser. Tu as besoin de plus de recherche clinique. Tu as besoin de beaucoup plus de paperwork avant même d'avoir fait $1, tu sais. Puis là, écoute, j'ai pas beaucoup de référents, fait éduque-moi, mais quand tu dis classe 1, classe 2 pour appareils médicaux, est-ce que c'est comme une autorité quelconque nationale qui va déterminer où on classifie le produit médical que toi tu développes, c'est-tu? Ouais. Fait que c'est Santé Canada. Okay. Aux États-Unis, c'est FDA. Oui. Fait qu'avec Santé Canada, le moins que c'est, le moins invasif que c'est. Ouais. Fait que nous, on est un classe 1, fait que c'est pas très invasif. Mais... Une canne, c'est genre un classe 1 ou ça n'a même pas rapport, là, c'est trop... Faudrait que je check. Il y en a que c'est peut-être classe 1. Peut-être. Un déambulateur qui est prescrit à ma grand-mère, c'est probablement probablement un classe 1 aussi. Okay. Ça se peut que ça n'en soit pas aussi. Ça dépend de ton claim. Non. Ça dépend de ton claim. Okay. Fait qu'à chaque fois, tu dis, OK, comme nous, c'est notre appareil aide les enfants qui ont des déficiences d'équilibre. Donc, il faut montrer que l'appareil, notre claim, c'est que ça l'aide les enfants qui ont des déficiences à l'équilibre ou à la marche. Ouais. Donc, ça dépend de ton claim. C'est ça qui va faire en sorte que si c'est un classe 1 ou un classe 3, par exemple, quelque chose de super invasif, qui a une puce au cerveau qui t'aide à marcher, ça, c'est sûr que c'est une classe beaucoup plus élevée qu'un classe 1. C'est quoi la classe maximum au Canada? Je pense qu'au Canada puis aux États-Unis, c'est différent. Fait que c'est entre 3 ou 4. Mais ça se rend pas à 100, là. Non. Ouais, c'est bon. Neuralink, ça serait quand même... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que ça prend des années de développement avant de pouvoir le vendre. Là. Fait que ça veut dire que t'as un gatekeeper ou genre un checkpoint dans ton modèle de commercialisation qui est, par faute d'avoir un meilleur mot, des fonctionnaires, right? Faut que tu passes à travers des fonctionnaires pour faire approuver Levity, votre appareil d'assistance à la marche, avant de pouvoir le vendre à, mettons, une clinique de physio, mettons, ou... Ouais, à tout le monde. On vend à tout le monde, on vend en famille, on le vend aux cliniques, on vend en distributeur, on le vend partout. Ben là, genre, explique-moi ça m'intéresse, genre, parce que dans ma tête, je pensais que tu étais obligé de passer par comme des professionnels de santé qui travaillent dans une institution X, mais pas nécessairement. Non, pas obligé. Il y a des familles qui peuvent l'acheter sans l'avis d'un professionnel. OK.
si pour eux... mais c'est sûr qu'on recommande tout le temps l'avis d'un professionnel. Mais des fois, c'est juste pas accessible s'ils n'ont pas de physio privé puis que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu leur physio au public. Donc, on laisse quand même le choix aux parents. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir un avis soit d'un médecin ou d'un physio traitant. Si on veut le remboursement, ça prend une lettre médicale pour le remboursement. Ouais. C'est ça. Puis, si c'est pas indiscret, le remboursement d'un appareil comme Levity, c'est-tu toi qui demande au gouvernement rembourse donc au moins 60%? C'est eux qui disent selon ta classe, selon tes coûts, nous, on va rembourser. Comment ça marche, ça? Oui, fait que c'est différent de province en province. Puis aux États-Unis, c'est différent de state by state. Fait que on est en train de naviguer tout ça. Fait que tes marges sont weird. Non, ça ne joue pas nécessairement sur tes marges à toi. C'est ton top line. Tu vas vendre plus ou moins dépendamment à quel point c'est remboursé, genre? Ouais, souvent, c'est ça. Je vais donner des exemples. Comme au BC, ils remboursent 8 000 sur des standards puis des gate trainers. OK. On avait en général, pas nécessairement juste Aura, là. Non, c'est ça. OK. Pediatric gate trainer, pediatric standard. Fait que c'était 8 000 qui remboursaient. OK, quand même. Nous, on est dans un pricing entre 8 à 10 000, tu sais. Ouais. Fait un petit peu plus, tu sais, quand même relativement pareil ou similaire à des produits semblables. Mais nous, on a le support dynamique qui nous différencie. Fait qu'on était capable de justifier la différence de prix. Tandis qu'en Ontario, le processus m'a pris 1 an. Puis aussi, on est nouveau sur le marché. Tu sais, je dis pas si ça faisait comme 50 ans que, comme nos compétiteurs qui vendent des produits, ils connaissent toutes les physios, ils connaissent tout. Nous, fallait 10 lettres de physio de 7 différentes cliniques qui approuvaient le device, qui sont ADP certified. Fait que ça, c'est l'équivalent de RAMQ, là, Assistive Device Program. Fait qu'ils s'en prenaient donc 10 physios de 7 différentes cliniques. Ils voulaient tout le voir, l'essayer avec un enfant. Fait que tu sais, je me promenais partout en Ontario pour essayer d'avoir mes lettres. Puis ça, c'était juste le premier gate. Ensuite, le deuxième gate, c'était il y avait des tests techniques à faire. Fallait le shipper à un third party aux États-Unis. On a fait les tests 2 fois avant de l'avoir. C'était quoi les tests? Puis comment tu t'es senti quand ça a échoué? La première fois, c'était comme c'est poche, tu sais. Là, la deuxième fois, c'est comme ben là, il faut prendre ça au sérieux parce que ça nous coûte un appareil à chaque fois, tu sais. Puis le ship, tu sais, le coût, le shipper et tout. Fait que finalement, on a runné des tests. On a un partenaire ici à Montréal. Fait qu'on on a fait des pré-tests avec eux. On a vraiment tout arrangé le produit. Puis là, ça passait. Mais c'était quoi les tests, genre? C'est des tests... ça fait des années que c'est là, puis ils l'ont pas changé, là, mais me semble qu'il faut que ça roule à une certaine vitesse sur un tapis roulant avec une charge de 80 livres qui pèse sur l'appareil pendant 200 000 cycles. Oh, wow. Il me semble que c'était ça. Là. Fait que tu sais, c'est un test quand même. Puis on était tout le temps vraiment proche de l'avoir. Puis à chaque fois, c'était comme mais pourquoi? Premièrement, on met pas une charge de 80 livres, oui, mais 200 000. En tout cas, fait que on a passé les tests. Puis maintenant, l'appareil est full sécuritaire. Très, très, très sécuritaire grâce à ces tests-là. Puis pour ceux qui l'écoutent en audio, là, en studio, en ce moment, on a l'appareil, puis moi, je vais l'essayer. Psych, c'est pas vrai, guys, on va pas faire marcher chaîne. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Émilie Carignan, Fractional CMO pour B2B SaaS. Elle et moi, on a enregistré une belle capsule sur les jobs to be done, donc le framework pour poser des bonnes questions clients, puis sur comment elle utilise un petit hack AI avec Notebook LM qui transforme tes transcripts d'entrevues clients en rapports clairs sans hallucination. Si tu veux catcher pourquoi tes clients embauchent ou pas ton produit, passe donc voir son profil sur saspace.com/partenaire avec un S, scroll down un petit peu, Émilie Carignan, The Letter M, ou check out la vidéo YouTube directement. Le lien est dans les show notes. OK? Back au pod. Je vais faire un mini détour plus humain, puis après ça, on va rentrer plus dans la composante logicielle qui m'intéresse beaucoup aussi. Ouais. Tu dis on, tu dis nous à cette époque-là. Dans notre prep, je pense que tu m'avais dit que vous étiez à la base 4 cofondateurs. Ouais. C'est plus le cas. Aujourd'hui, est-ce que c'est juste toi et Louis? Est-ce qu'il reste... C'est moi puis Louis, mais on a quand même donné des stock options aux gens qui sont dans l'équipe.
parce que on voit vraiment, tu sais, on est très au nous, puis on est une équipe, là. Parfait. Tu sais, même si c'est moi qui est plus front-facing, je serais pas capable de faire ça sans le reste de l'équipe. 100%. Fait qu'on c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Comment tu gères ça, le départ et ou les désagréments entre cofondateurs dans les premières années, peut-être, de la compagnie? T'as-tu trouvé ça tough? Ouais, pendant qu'on était 4, mettons. Ouais. Ben, c'était vraiment comme un commitment thing, dans le sens que... Ça veut dire ça? Moi, j'étais all-in, là. J'étais tellement craquée que j'étais comme... Tu sais, quand on était étudiant encore, on passait toutes nos soirées, nos fins de semaine. Puis après, quand j'ai décidé de drop les... Tu sais, au début, ça a été progressif, là. Au début, c'était comme, OK, je vais faire 2 cours sessions. Puis là, finalement, j'allais à mes cours, puis j'étais comme, pourquoi je suis ici tandis que je pourrais faire des ventes? Ou pourquoi je suis ici tandis que je pourrais signer d'autres partnerships? Fait que, tu sais, ça a été progressif, mais, tu sais, on le voyait un peu dans le commitment que... Tu sais, c'était pas le même pace. Tandis que Louis était très intense, j'étais très intense, puis on était très... Les autres aussi étaient intenses, mais il y avait quand même des désirs de finir leur bac, ce qui est très noble et très respectable. Fait que... Ouais. Fait que c'est quand même tôt, la coupure, là. Ouais, ça a été quand même tôt. Mais on reste très proches. Il y en a qui sont revenus, puis fait qu'on continue de travailler ensemble. OK, cool. Fait que c'était pas nécessairement un problème de vision ou un clash de personnalité. Il n'y a pas de thé chaud et de drama à extraire en ce moment. Ah, non, j'aime moi. Non, non, c'était vraiment plus un commitment où est-ce que c'était comme, ben, moi, je suis tellement en ligne que veux-tu dropper ton bac? Si tu veux pas dropper ton bac, tu sais, c'était plus ça. Ouais. Quoi? Il y a ça qui est intéressant comme rituel pour les founders qui passent par la track académique de genre, t'es-tu all-in au point d'abandonner le diplôme pour lequel tu as commencé ce journey-là, dans le fond? Tu sais, c'est comme un rituel de genre, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est ça que mon père disait, là. Il était comme, c'est correct, Sarah, là. Steve Jobs aussi. C'était le temps rassurant quand tu te fais comparer à Steve Jobs. Ouais, je sais que oui, c'est ça. Cool. Tu disais qu'au début, vous étiez très intense, puis quand vous avez drop out puis continué en ligne, vous grindiez beaucoup. Faisiez-vous ça de la maison? Faisiez-vous ça d'un bureau? Restiez-vous à l'université? Vous étiez où? Ah, ben, c'était la COVID, là, au début. Au début, c'était très en ligne. On a fait tous nos programmes Propolis, le Santec, tous les programmes d'incubation. NextAI, on commençait un peu à être en personne, mais fait que c'est pendant cette période-là qu'on a tout eu le COVID. Fait que après, on était immunisés. Puis on a loué, quand on a fait le Santec, après, on est allé en propulsion. On avait des petits locaux qu'on pouvait louer à 200$ par mois. Wow. Fait que quand même une aubaine. Puis en plus, on le séparait avec notre ami qui avait fait de propulsion aussi. Propulsion, c'est un programme du Santec? Ouais. Fait que tu fais accélération. Fait que c'est comme un programme condensé de quelques mois. Puis après, propulsion, qui est un programme de 2 ans. Donc, qui est suivi un peu plus long terme, qui est moins intense, mais qui est un touch-up avec des entrepreneurs en résidence qui t'aident dans le journey. OK, cool. Ouais. Fait qu'on partageait notre local avec Azimut. Shout-out à Azimut. Ça roule encore? Ouais. Azimut, je pense. Ouais. C'est Azimut Labs, c'est ça, ou je me trompe? Il me semble que c'est Azimut Médical. Ça doit être ça. My bad. Cool. Fait que là, on va aller vers le logiciel, mais la première question avant ça, c'est comme la chaîne d'approvisionnement physique, quand tu construis carrément une machine, un peu comme vous avez construit, ça, par où tu commences, tu sais, pour sourcer où tu vas faire produire les choses, le design de ces choses-là? Éduque-moi un peu là-dessus, c'est comme alien pour moi. Ouais, ben, c'est une bonne question. C'est pas moi qui le fais à l'interne, mais c'est Sam. Okay. Puis Sam est vraiment bon là-dessus, tu sais, aller chercher des quotes. Puis j'aurais aimé ça le faire tout au Québec au début, mais la réalité, c'est vu on est encore considéré petit volume pour l'instant. Avant qu'on ait des dizaines de milliers d'appareils par année vendus, quand on est encore dans des productions de centaines d'unités, aller chercher des quotes en Chine, c'était quand même ce qui était le plus abordable, surtout en considérant qu'on deal avec des joueurs que ça fait 50 ans qui sont dans l'industrie, fait que leur cost est super bas parce qu'ils en vendent beaucoup, les autres, ils ont le volume.
Puis eux autres, ils ont déjà les machines, fait que leurs marges sont déjà bonnes parce qu'ils produisent tout à l'interne. Donc, nous, on n'avait pas le choix de outsourcer, d'aller chercher des quotes à l'international. Mais là, on est en train de le ramener tranquillement au Québec. OK. J'avais travaillé au début, là, pendant qu'on faisait la conception avec Positech, qui m'avait aidé avec, lui faisait le padding avec des chaises roulantes. Fait qu'on avait jasé quand même, puis on l'utilisait comme fournisseur. OK. Ouais. La composante logicielle qu'aujourd'hui tu appelles Aura Connect. Ouais. Explique-moi le job to be done. Donc, la chose qu'on veut accomplir grâce à la composante logicielle de Aura. Puis c'est qui l'utilise? Ouais. Moi, la value prop que je voyais, c'était de motiver le patient et sa famille dans leur réadaptation. OK. En même temps que de donner du data aux professionnels de la santé. Parce que souvent, de voir des petites progressions, c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant va rester en thérapie. S'il y a un plateau, là, c'est difficile de justifier la thérapie auprès des instances soit gouvernementales ou des assurances privées. Tandis que si on voit, puis on continue de voir une progression avec du data, ben là, l'enfant peut continuer d'avoir accès à des soins de réadaptation. Donc, tu sais, c'était vraiment dans une optique de motiver, mais aussi de pas couper les services. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, fait que ce qui est intéressant d'un point de vue UX là-dessus, c'est que tu as, I guess, 2 types d'accès différents à ton app. T'en as un que c'est enfant et ou parents, probablement. Oui, parents plus. Mettons. OK. Puis, les thérapeutes, les professionnels de la santé. Ouais. As-tu essayé de développer pour un de ces personas-là en premier? Comment ça a été, ouais? Ouais. Au début, on utilisait juste le téléphone qu'on mettait sur l'appareil. Oh, wow, en fait, OK. il y a eu différentes itérations. Au début, on avait mis tous les capteurs dans l'appareil. Ouais, comme je disais tantôt. Ouais. Ça devenait un classe 2. Fait qu'on a vu ça. T'es comme, on pourra pas vendre avant des années. On peut pas faire ça. Shout-out à Marc Sab pour ça parce que c'est un consultant vraiment bon que c'est lui qui nous a tout dirigé puis aidé là-dedans. OK, cool. Fait qu'on avait fait ça. Puis c'est vraiment bon. Là, je dis tout le temps aux entreprises en medtech, là, connaissez votre parcours réglementaire parce que ça peut vraiment vous sauver de l'argent puis du temps là, dans vos décisions d'entreprise. Fait que première étape, on a enlevé les capteurs de l'appareil. On a remplacé ça par le téléphone sur l'appareil. Fait que c'était comme le téléphone qui était un produit comme à part, là, mais il s'utilisait en symbiose avec notre appareil hardware. Parce qu'il y a déjà, comment t'appelles ça, des capteurs, il y a un mot qui finit par mètre, je sais pas quoi, là. IMU, fait que c'est Inertial Measurement Unit. Fait que c'est ça, t'as des capteurs, basically, dans le téléphone cellulaire, puis toi, tu hijackais ça, ou tu utilisais ça pour extrapoler de la donnée pour Aura, pour le Levity, puis tout ça. Ouais, fait que on voyait des données comme la distance de marche, la vitesse de marche, la position du tronc de l'enfant dans l'espace. Ouais, mais les données n'étaient pas assez fiables. OK, donc, prochaine itération? Donc, prochaine itération, c'est ça qu'on s'est rendu compte. On a fait aussi des projets de recherche avec le téléphone. Cette version-là de téléphone. Projet de recherche, ça veut dire quoi? Avec un CIUS. Ouais. Eux autres, ils utilisaient le Levity en combinaison avec la plateforme. OK. Puis le but, c'était d'avoir du feedback sur, donnez-nous, est-ce que vous l'utiliseriez en clinique? Est-ce que vous êtes satisfait de votre utilisation en clinique? Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les données de la plateforme n'était pas assez fiable. Bon, on le savait déjà, mais là, ça l'a comme validé un peu plus que les données ont besoin d'être très, très fiables pour être prises au sérieux par un thérapeute. Fait que qu'est-ce qu'on a fait à l'étape 3? On a comme fait un entre-deux en attendant que ça prend moins des mesures sur l'enfant, mais qu'on focus plus sur les exercices. Fait qu'au lieu de devenir vraiment comme c'est encore une bonne combinaison avec le Levity, mais maintenant, on donne des exercices à faire avec le Levity. Ce qu'on s'est rendu compte depuis qu'on vend notre appareil hardware, c'est que les parents, une fois qu'ils avaient notre appareil à la maison, étaient comme « OK, mais je fais quoi avec? » Fait que là, on s'est rendu compte qu'au lieu de leur donner du data comme la distance de marche, la vitesse de marche, qui peut être motivant pour l'enfant, mais qui était quand même des fois biaisé, on aide la famille avec des exercices. Fait que il y a une liste d'exercices, on propose de connecter avec leur physio. Fait que les autres, leur physio peuvent tout le temps voir en temps réel c'est quoi qui se passe à la maison. OK. Comme un peu
un Strava, mais pour la réadaptation pédiatrique. Ouais, c'est genre, je te vends des haltères, mais je vais aussi te donner un plan d'entraînement avec ça pour que tu saches comment élever sans te blesser. Puis, genre, mettons, mis de façon grossière. Ouais, c'est ça. OK. Je suis très curieux par rapport au modèle d'affaires. Ce que je me demande en ce moment, j'essaie de deviner, mettons. Là, toi, t'as des costs physiques, right? Genre, développer le Levity, ça coûte de l'argent. Ouais. Il faut que tu aies un markup par-dessus ça pour faire un minimum d'argent. Fait que c'est clair que ça va être un montant X flat, probablement, pour le Levity. Après ça, par contre, ta composante logicielle, j'imagine que tu pourrais ajouter un prix qui est peut-être même un abonnement, dépendamment de comment ta vision des choses, vu que c'est comme une valeur, tu extrais plus de valeur de ta possession du Levity grâce à l'app pour laquelle donc tu payes. Fait que I guess que je dirais que cette devinette-là, mais j'ai peut-être pas raison. Dis-moi ce que t'en penses. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Fait que le hardware, c'est un one-time payment, comme t'achètes du hardware. Ouais. Puis notre plateforme, c'est un SaaS component qu'on paye, mais on charge les physios. Donc, notre but, c'était de rendre la réadaptation accessible. C'est ça. Fait que je voulais pas charger aux familles, tu sais, parce qu'ils ont déjà beaucoup de bills. Dès que t'as un enfant avec des besoins particuliers, les bills s'accumulent. No shit, ouais. Fait que j'étais comme, on va charger les professionnels de la santé à un coût très modique, là. C'est 20$ par clinicien par mois. OK. Ça, c'est peu importe le nombre de patients? Peu importe le nombre de patients. Avec la plateforme actuelle. OK. Fait que c'est une plateforme d'exercice. Mais là, dans les prochaines étapes, on est en train de rajouter le monitoring. Donc là, où est-ce que je parlais de voir des données un peu plus subjectives puis de monitorer comment le patient se porte à la maison. Oui. Donc, au lieu qu'il aille à la clinique plusieurs fois par semaine. Aux États-Unis, depuis la COVID, il y a des codes de remboursement. RPM, Remote Patient Monitoring, Remote Therapeutic Monitoring, qui permettent de charger par patient. Donc, c'est 150$ par patient par mois que le clinicien peut biller en faisant du monitoring à distance. OK. Fait que c'est capé, mettons, vu que c'est à distance puis pas présentiel, ou c'est pas le même prix que si j'allais te voir puis me faire traiter? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste du monitoring à distance si t'es dans un intensif ou en post-chirurgie puis que t'as un suivi intensif à faire. Donc, il y a souvent une partie monitoring. Donc, on regarde comment le patient évolue à la maison. Donc, ça sauve souvent un lit d'hôpital. Fait qu'on peut, il y a quand même des coûts associés au monitoring en présentiel. Tandis que quand ça se fait à distance, depuis la COVID, ils ont installé ces codes de remboursement-là, qui sont quand même très intéressants d'un point de vue business, puisque là, au lieu d'être un business model par clinicien, nous, on peut le shifter par patient, puis d'avoir une marge sur chaque patient suivi. Très cool. Ouais. C'est fou l'importance de la dimension, je vais dire, réglementaire dans le medtech, health-tech. Genre, ça joue sur tous tes leviers, genre tes costs, ta marge, genre l'adoption de ton produit, c'est fucked up. Là. Je suis comme tellement pas habitué de penser de même. Là. Puis chaque fois que je parle à quelqu'un comme toi, je suis comme, c'est vrai qu'il faut pas t'oublier ça. Puis tantôt, c'était beau ce que t'as dit. T'as dit, genre, toutes les startups, founders qui s'en vont en medtech, connaissez puis apprivoisez votre parcours réglementaire. Ouais. Ça, c'est genre même pas de quoi que j'aurais pensé. Tu sais, moi, dans ma tête, je me serais lancé YOLO, mettons. Puis même plus que ça, il y a le parcours réglementaire qui est le premier step. Mais le deuxième step, c'est le remboursement. Parce que, puis tu sais, le processus de remboursement, parce que même si ta tech est approuvée, si elle n'est pas remboursée, tu sais, dans notre cas, il y a une chance qu'on commence à être remboursé, parce que si les parents, il faut qu'ils continuent à faire des GoFundMe puis des crowdfunding, tu sais, c'est plus difficile. Puis c'est crève-cœur, man. Nous, on veut, c'est ça, on veut que le produit soit accessible, puis que ce soit facile pour les familles, puis c'est dans notre mission. Fait que faut aussi bien connaître le processus de remboursement. Je sais pas si c'est une bonne question ou pas, mais je vais la poser pareil. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas eu tant d'innovation puis de compétition aux géants ou aux incumbents, comme on dirait en anglais, dans les dernières années? Dans ton domaine. Dans notre domaine? Dans ton domaine spécifiquement, c'est un plus petit marché.
On commence par les enfants. Mais moi, j'ai une vision où est-ce qu'on va attaquer l'adulte, puis notre produit va pouvoir s'adapter. Mais on dirait que dès que avoir du funding quand un marché est plus niche, c'est quand même plus difficile. On s'était fait dire, là, mes premiers pitchs, là, tu vas être une belle compagnie, tu vas être une belle PME québécoise, mais tu seras jamais à l'international. Puis là, WhatsApp, on est rendu dans 26 pays. WhatsApp! C'est ça. C'est bon. Ça te faisait chier à l'époque de te faire dire ça? Ah ouais, mais moi, ça me chioulait, là. Ouais. Puis Louis est bon là-dessus, là, parce que moi, j'étais un peu plus émotive sur ces affaires-là, mais Louis en rit, tu sais. Fait que là. Moi, j'étais émotif. Ouais. Non, il y a quelqu'un récemment qui m'a dit ma business, c'était pas une business, whatever. J'étais comme, puis que ça scalait pas, puis j'étais comme, what the fuck? Ouais, c'est ça. Genre, regarde-moi aller, là, check mon baril. Mais, je veux pas que ce soit à propos de moi. Fait que ça veut dire que t'as déjà une ambition ou une vision quand même globale, là, tu sais. Parce que si ça te gossait de te faire dire ça au début, ça veut dire que tu y pensais déjà plus grand, là. Ouais. OK. 100%. T'as-tu des compagnies ou des appareils ou des trucs qui t'ont inspiré ailleurs qu'ici ou ici, genre des compagnies que tu regardes, t'es comme, ouais, moi j'ai une trajectoire comme ça. Ça, je te la sors un peu champ gauche, là, fait que si t'as rien qui te vient en tête, c'est vraiment pas grave. C'est parce que là, après, je me suis fait plein d'amis dans des, tu sais, en medtech à Montréal. Fait que là, je vais faire d'autres shout-outs, mais Jade de Puzzle Med qui fait une pompe cardiaque. Oui, insane. Tu sais, c'est ça. Maintenant, je me tiens proche de d'autres compagnies en medtech où est-ce que je suis comme, c'est mes amis, mais d'un autre côté, je suis comme, t'es tellement cool. fait que c'est de voir Puis non, après, on s'est entouré de d'autres mentors puis d'aviseurs qui ont un parcours vraiment inspirant. Il y en a qui ont investi aussi dans la compagnie. Puis il y en a que c'est des grosses compagnies qui continuent d'être super à l'international avec des centaines de personnes au sein d'entreprises. Fait que je pense de s'entourer avec des gens qui sont juste un petit peu plus en avant pour continuer de t'inspirer dans les moments plus tough. Ça peut vraiment être utile. Ben, t'as parlé de certaines de ces personnes ou compagnies-là intéressantes qui ont investi. Fait que j'ai comme l'impression que je t'ai même pas posé cette question-là encore, mais comment vous avez financé Aura? Ça a été du non-dilutif, des gros risques personnels, du dilutif early on. Parle-moi un peu du journey de financement de Aura. Oui, on a fait un pre-seed de 425 000 avec des anges investisseurs. Oui, ça c'était en 2023-2024? 2022. Fait que ça nous a permis d'avoir un produit qu'on était capable de vendre en 2023. OK, parfait. Ouais, ça nous a donné du juice pour faire nos 10 premières ventes. Puis ensuite? Ensuite, on a fait un deuxième investissement avec un stratégique américain qui a leadé la ronde en 2024. Donc, il a investi au total, toute la ronde avec les VC, 1,7 million. J'ai une question un peu funky, mais pour moi, fascinante. Okay. Dirais-tu que c'est raisonnable d'affirmer que nous sommes, en tant qu'humains, déjà pas mal des cyborgs, c'est-à-dire profondément augmentés et modifiés par la technologie, qu'elle soit logicielle ou physique? Ben, je pense que dans mon domaine, il y aurait bénéfique à ce qu'on soit plus. On n'est pas assez cyborg. On n'est pas assez cyborg. Dans notre domaine. Tu sais, il y a vraiment les deux opposés. Là. Dans le domaine de réadaptation pédiatrique, il y a comme vraiment les deux opposés. Il y a soit des physios qui font tout à la main, puis font encore des PDF pour envoyer les exercices après le traitement, ou des exosquelettes super avancés qui sont quand même très, très dispendieux puis qu'il n'y a pas encore de remboursement. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme les deux opposés où est-ce que c'est soit tout à la main ou soit some super full high-tech. Puis on dirait qu'il y a quand même une bonne partie qui reste stuck dans le early phase de tech, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression, surtout avec AI, ChatGPT, maintenant, c'est rendu beaucoup plus accessible. Il y a comme une vague de comme ça va pousser vers l'automatisation, mais on dirait qu'il y a beaucoup de physio qui aiment encore, tu sais, c'est très physique, là, c'est très en personne, on veut palper, on veut toucher, on veut voir. Fait que on voit qu'il y a quand même, on doit faire beaucoup d'éducation.
Fait que dirais-tu que dans une partie de ton ICP, donc la partie les professionnels de santé, il y a une partie qui a une réticence envers la technologie ou la modernisation? Ou c'est juste, il n'y a pas d'éducation encore là-dessus? Nous, on est chanceux parce qu'on n'est pas trop technologique. Tu sais, on n'est pas encore une puce dans le cerveau. Non, ouais. Fait que vu qu'on n'est pas trop technologique, c'est comme mécanique, mais assisté avec une app, ben là, ils peuvent le comprendre puis le voir. Fait que là, on commence... l'adoption est quand même bonne, mais il a vraiment fallu s'ajuster où est-ce qu'au début, on était comme un full high-tech AI device. Puis que là, finalement, on était comme, OK, on peut pas se brander comme ça parce que ça a quasiment l'air trop high-tech pour nos customers. OK. C'est intéressant quand même. Comme quoi, genre la psychologie ou l'état, la relation avec l'innovation, la technologie de ton ICP influence le comment tu développes ton produit. Ouais. J'ai l'impression que par rapport au financement, j'ai peut-être skippé une affaire. Je checkais ça vite fait, là. Il y a une partie du cash que tu as levé qui était dilutif, fait en équité. Mais il y a une partie qui était non dilutif. Ouais. C'est ça en plus. Hein? Ouais. C'est quoi le mix entre les deux ou pourquoi ça a été fait comme ça? On dirait que ça m'intéresse. Ouais. Ben, au début, tu sais, en 2020, là, quand on a commencé, c'était juste du non-dilutif. Là. Donc, on gagnait des bourses par-ci, par-là, 5 000, 10 000, 25 000. Puis là, au fil des années, ça s'est accumulé. Fait que, avec les shreds qui embarquent, fait que les retours pour les crédits de recherche et développement. Donc, ça s'est accumulé. Maintenant, depuis 5 ans, on a peut-être au total 2 millions en non-dilutif qu'on a accumulé. OK. Ça, c'est en plus du 2,1 millions en dilutif. Avec un total de 4,1 millions. C'est bon. Je comprends. Fait qu'il y a comme une séparation de le moment où cet argent est rentré dans la compagnie. Là. Cool. Puis, t'as-tu levé avec des... T'as parlé d'un stratégique américain qui a mis du cash dans la ronde. Sinon, c'était-tu des VC canadiens, américains? C'était quoi? Ouais, la majorité des anges canadiens, quelques VC institutionnels aussi, Québec, Ontario, beaucoup. OK. On a vraiment un bel écosystème. Puis là, on dirait qu'il y a de plus en plus de fonds d'impact qui sortent. Ouais. Puis je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, on en a besoin. Ou est-ce que on va faire un x10, mettons, dans les 4 à 6 prochaines années. Mais il faut que ça existe parce que sinon, on dirait que ça peut pas juste être des B2B SaaS AI qui font 100,000x. Là. Fait que, tu sais, il y a comme un... C'est juste tellement cliché puis tellement vrai ce que tu viens de dire. J'ai eu Valérie Larochelle de Eugéria sur le pod la semaine passée. Ouais. Tu sais, genre... Un peu comme toi, la fille, elle s'assied, elle m'explique sa mission, puis je suis comme, man, il y a plein de founders dans le même qu'on dirait que quand ils t'expliquent leur mission, ça met ta mission, genre, en dessous de l'eau, là, t'es comme, je suis jamais, parce qu'il me semble que ma mission est pas assez noble. Non, ouais, c'est sick, c'est important, man. Puis tant mieux si il y a genre des pools de capital, puis des incentives qui se développent pour qu'on capitalisme ça aussi, genre, l'impact, là, genre, fait. Moi, je trouve ça sick qu'il y ait du monde comme toi sur le market. Ouais, merci. All right, folks, un petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié, ça se passe. C'est une firme d'experts en info nuagique, AWS, Amazon Web Services, qui ont les talents et les processus pour migrer, scaler, optimiser les infrastructures cloud pour les startups et les SaaS. Il n'y a pas de jargon inutile dans leur affaire, pas de solution démesurée, juste une team de passionnés dev puis cloud qui peuvent vraiment vous conseiller, vous sauver des bidous, puis même construire du produit avec vous. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec le founder Éric Pinet. OK? De retour au pod. Puis, par rapport à votre clientèle spécifiquement, là, le cycle de testing, d'adoption, de vente, ça ressemble à quoi pour Aura? Ouais, ben avant, on faisait tout nous-mêmes. Fait qu'on ship, tu sais, quelqu'un avait un request, soit on allait en personne, tu sais, quand c'était au Québec, ou on shippait quand c'était un peu plus loin. Mais là, on s'est rendu compte que pour vraiment avoir le meilleur service, comme nos compétiteurs directs font, de marché traditionnel, les autres, ils font vraiment des essais en personne. Après, ils font la quote, ils aident au remboursement, ils font même le service d'après-vente, ils se rendent à la maison du patient pour vraiment expliquer. Fait qu'ils font vraiment un service comme toute clé en main. Conciergerie, gants blancs, plus, là. C'est ça. Okay. Mais tu sais, c'est avec des distributeurs. Ouais.
Fait qu'ils prennent quand même une bonne marge, mais leur service est A1. Là, ils pitchent à des conférences en plus, ils ont des démos, ils achètent des démos. Fait qu'on a pris une autre stratégie que d'autres compagnies aussi en MedTech font, mais on s'est rendu compte que pour vraiment avoir l'impact qu'on voulait puis le growth qu'on voulait en pas beaucoup de temps, on voulait aller dans un modèle qui était un peu plus de distribution que d'avoir 10 personnes à l'interne qui gèrent des shipments de back and forth. Ouais. Ouais. Puis c'est surtout qu'en ce moment, le marché, il offre un bon service, puis c'est un service très humain, là, où est-ce que le distributeur va voir le patient, puis il prend le temps d'assesser ses besoins. Puis on voulait donner la même qualité de service. Fait que vous en avez là, des partenaires comme ça? Des distributeurs, oui. On en a à peu près 8-9 au Canada. Puis eux, c'est quoi leur nom? Ben, pas leur nom, mais genre, c'est quoi leur type de compagnie? Les autres, ils font ça avec d'autres devices comme vous autres, genre? Ouais. Ou c'est comme des middlemen de santé pour enfants? Comment ils appellent ça? Oui, c'est des distributeurs. Mais d'équipements médicaux. DME en anglais. Fait qu'ils ont des reps, des thérapeutes qui travaillent pour eux autres, genre. Ouais. C'est plus des reps, qui sont genre des sales reps, consulting reps. Puis leurs reps travaillent avec des physios. Fait que dès que le physio voit, OK, ce patient-là a besoin d'un appareil de marche, ils reach out à leur distributeur de leur choix. C'est pour ça que nous, on a avantage à être avec plein de distributeurs parce que si ce distributeur n'a pas notre appareil, ben il ne le démo pas au produit. Puis ce qui est le fun, c'est que pendant la démo, il essaye différents produits. Fait qu'il essaye les produits de nos compétiteurs. Mais là, c'est le fun parce que nous, on veut... on veut win, tu comprends? Fait qu'on a fait le device plus léger pour que l'enfant soit plus facile à initier. Puis là, on commence à avoir des reps qui nous disent on a essayé tous les autres produits sur le marché. Puis le vôtre, c'est le seul qui était capable d'initier des pas. Fait que j'étais comme, c'est cool comme testimonial. Excellent feedback, ben oui, insane. Fait que ça, c'est pour, mettons, les professionnels de la santé et ou les cliniques, eux autres, tu peux les toucher, les joindre grâce à, mettons, des distributeurs. Mais mettons, tu m'avais dit aussi, il y a une partie de notre clientèle, des fois, que c'est plus B2C, du genre directement les familles. Ouais. Eux autres, ils te découvrent comment? Mettons, faites-vous du marketing un peu plus classique, inbound, je sais pas? On utilise beaucoup social media comme Instagram, TikTok. Ouais. Okay. C'est ça qui nous apporte le plus de leads. Puis c'est sûrement parce que c'est quand même heartwarming, là. Tu vois des enfants qui, avec leur appareil actuel comparé au nôtre, puis en une petite vidéo de 2-3 secondes, tu peux voir la différence. Fait qu'on la voit souvent, tout de suite. Fait que ça fait en sorte que ça a quand même une belle portée. Nos reels qui ont le plus de portée, c'est peut-être dans les 70 000. Quand même. Fait que quand même plusieurs views. T'as-tu du staff à l'interne qui fait ça? J'aimerais dire que oui. Puis ça, c'est dans mes asks. Fait qu'on va regarder quelqu'un en marketing. Ouais, à date, c'est moi. Okay. Mais. Ouais, ben, c'est normal. Ouais, bon, c'est le split, là. Ouais. Mais. Puis là, tu dis, WhatsApp, on est dans 26 pays. Tantôt, tu as dit ça. Fait que, comment tu fais pour avoir de la visibilité en Occident, anglo, ailleurs qu'au Québec? Ton contenu, est-tu en anglais, mettons? On a traduit notre matériel plus médical, là, nos claims dans plusieurs langues. Puis l'application aussi, là, on commence à la traduire. Le traduit en portugais pour le Brésil. Là, on parlait à une clinique en Israël où qui demandait de le traduire dans d'autres langages. Puis là, ça commence à être plus difficile. En hébreu, c'est ça, traduire c'est en plein ça. J'étais comme, c'est ça que mon CTO me dit. Il était comme, Sarah, je pense que ça s'écrit de droite à gauche. J'étais comme, ça va être peut-être. Fais-moi donc un genre de diff ou delta entre tes premiers mois de CEO ou de founder puis les derniers mois, genre. Ton day-to-day, qu'est-ce qui a le plus changé? Ouais, ben là, je touche plus à la tech du tout. Ben, des fois, je donne mon feedback, mais tu sais, je fais plus rien. J'ai comme pourquoi. Puis c'est une aussi des raisons je me dis pourquoi je finirais mon bac en génie. Ouais. Mais je suis quand même ouverte, là. C'est Polytechnique veut me le donner. Mais ce que je me dis, c'est, tu sais, au début, j'étais très dans la tech. Tu sais, je faisais
j'avais fait des prototypes. J'étais pas la meilleure juste parce que je passais pas tout mon temps là-dedans. J'apportais plus de valeur à la business en parlant à des physios, puis vu que j'avais le langage, puis j'étais capable de, on communiquait de la même façon quand je parlais des physios. Fait que c'était plus pertinent que je fasse ça, que je m'assoie puis que je fasse de la tech en arrière de l'ordi. Fait qu'on s'est quand même séparé les rôles assez rapidement. Là, dès qu'on s'est rendu compte qu'il faut avoir plus de validation puis de faire plus de partenariats, ben c'était moi qui portais un peu plus le chapeau. Puis ça a évolué comme ça. Où est-ce que maintenant ils veulent mon feedback. Fait qu'on s'assoit, on fait des reviews de produits, mais maintenant je suis vraiment plus dans signer des nouveaux partnerships puis le financement. Make sense. Là, ça fait 3,5 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans total. 5 ans total. Mais, tu sais, full-time, 3 ans et demi, mettons. Ouais. Sur ces 5 ans, là, disons, c'est quoi la décision la plus difficile que tu as eu à prendre comme entrepreneur? Les rondes de financement, c'est vraiment plus difficile que je pensais. Donne-moi de la couleur. Donne-moi des détails. C'est que des fois, il y en a qui veulent arriver avec d'autres termes. Fait que là, de mettre tout le monde sur les mêmes termes, je trouve ça très difficile. Je trouve ça difficile de dire non. Ouais. Je trouve ça... Tu sais, moi, je suis une yes person, là. C'est comme on le fait. Puis de dire non, des fois, à des gens que tu le sais pas, tu sais, peut-être que j'aurais dû dire oui, tu sais. Fait que de mettre tout le monde sur des termes, ça veut dire des fois dire non ou, tu sais, on se voit plus tard. Fait que ça a été quelque chose que j'ai trouvé très difficile. Y a-t-il un moment où tu as craint pour la survie de la compagnie ou pour ta capacité à la gérer? Quelque chose que j'ai craint. Fait qu'avant notre seed, fait qu'avant qu'on reçoive notre première comme ronde de financement significative, je pense que on a toute cette peur-là. Tu sais, quand t'as pas de vente, puis que tu vends du hardware, puis que t'es un peu dépendant de tes ventes, ben... Fait que c'est sûr qu'au début, j'étais comme, ben, on fait quoi, tu sais? Puis finalement, il y avait comme ce stratégique-là qui a inbox dans mes DM en me disant qu'il voulait devenir partenaire puis investir. Puis au début, c'était quasiment sceptique, tu comprends? Il a attendu de me le dire en appel, mais au début, j'allais presque pas répondre, tu comprends? By the way, ça m'a fait la même affaire avec ceux qui ont acheté ma compagnie. Ah ouais, hein? Puis je suis bien content finalement d'avoir répondu à ça. C'est ça, tu sais, au début, t'es comme... T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ton agenda. C'est ça, t'as ta to-do list à faire dans la journée, puis ce monde-là reach out, puis quand c'est le contraire, puis que c'est les gens qui reach out à toi, premièrement, ça close mieux. Pas que ça close pas bien sinon, mais que... je comprends. Ouais, fait que c'était surprenant. Qu'est-ce qui est le plus dur, tu dirais, à propos de travailler avec toi? Je suis une yes person. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire? Fait que j'ai tendance à prendre tous les projets. Ouais. Puis c'est là où est-ce que je dis qu'on est une super belle complémentarité, moi puis mon cofondateur, parce que lui, il est capable de me dire, Sarah, ça, c'est non. Il était comme, tu sais, nos KPI, ça marche pas. Puis, fait que j'apprends un peu plus à dire non, mais Louis est beaucoup plus drastique dans le non. Ça, c'est non. Dans ton entourage d'entrepreneurs, Sarah, qui a le plus d'influence ou qui t'apporte le plus de support? C'est-tu genre coach, mentor, ami, autres founders? Parle-moi un peu de ça. Ouais, je dirais mon sac de founders que j'ai rencontré à travers le Santec. Ouais. Puis Propolis, fait que tous les accélérateurs, même NextAI, on a rencontré des super belles compagnies qu'on est super proches aujourd'hui. Tu sais, juste de prendre un café, des fois, là, un 20 minutes, ça t'économise 2 jours de travail, là. Ouais. Fait que c'est fou, des fois, à quel point ces hacking-là, de juste parler puis de connaître du monde dans le domaine, ça peut t'aider à avancer. Ouais, fait que je dirais notre cercle. Puis on a des aviseurs aussi. Pascal Labrec, qui est un de nos aviseurs, qui a vendu sa medtech. Puis là, il nous aide comme aviseur. Fait que vous avez un comité aviseur aussi pour Aura? Ou? Ouais. On a un comité aviseur scientifique, puis un comité aviseur plus business. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Puis
question de noob, pourquoi sont séparés? Des fois, les gens qui sont un peu plus, du point de vue scientifique, de comment on traite les patients, ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour sur une seed ou une Series A. Fait que c'est juste des complémentarités, des champs de connaissances différents. Toi, tu prends ce que tu as besoin des deux, puis tu prends tes décisions avec ça. Ouais. Makes sense. Puis comment tu fais pour recruter du monde qui ont une expertise dans, comme, I guess, le hardware, la santé des enfants, le software? Genre, c'est pas des généralistes qui sont bons dans tout ça, right? Tu dois, genre, embaucher spécifiquement pour différentes disciplines, comme... Ouais. Okay. On est quand même chanceux parce que on est pas mal le même. On était comme notre crew d'étudiants de Polytechnique, là. Ouais. Puis on est resté le même noyau là, que depuis qu'on a commencé. Okay. Fait que souvent, c'est juste une personne qui s'est jointe, qui connaissait. Fait que tu sais, ça a souvent été ça, là, des jeux de contact de notre réseau d'étudiants d'ingénierie. Qu'on savait, lui était fort, tu sais, lui, tu comprends-tu? Ouais. Fait que ça a souvent été ça. Puis je pense qu'il y a une personne dans l'équipe en ce moment qui c'était à travers LinkedIn sur 8. Fait que le reste, c'est très, très cercle proche. C'est fou quand même, parce que vous avez pas une grosse équipe, puis vous êtes capable d'avoir des beaux résultats pareils. C'est cool. Je me dis aussi, plus j'interviewe des compagnies similaires à la tienne, plus je vois le pattern de, tu sais, Frank, notre mission, c'est un avantage concurrentiel sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir travailler avec nous, entre autres, à cause de la mission, pas juste à cause de l'innovation, du package de rémunération ou du logo baller sur leur CV, tu sais. Fait que ça, c'est cool en crise de leverager ça, je pense. Puis c'est super concret, là. Hier soir, il y a un patient qui est venu chercher son appareil au bureau, là. Fait que, tu sais, il le voit, là, tu comprends? Il y a c'est très, très pratique, là. Comment tu penses que l'intelligence artificielle va influencer ton domaine, mettons, appelons ça réadaptation pédiatrique ou autre? Ouais. À court terme, je pense que l'IA, il va aider beaucoup dans tout ce qui était tâches bureaucratiques, des physiothérapeutes ou des praticiens. Prendre des notes, faire des suivis, les comms, les updates de data à droite, 100%, à gauche. 100%. Fait que tu sais, d'avoir comme quelqu'un voice-over qui traduit tout ça, qui fait ton subjectif, objectif, plan de traitement, tu sais, qui te séquence ça un peu comme tu ramasses toute l'interview de comment ça va avec le patient, puis lui, tu le classe après. Solide. Tu sais, à court terme, je pense vraiment que ça, même, il doit déjà avoir des softwares qui existent qui font ça. Sur le long terme, je pense que ça va être vraiment comme un plan de traitement personnalisé puis quelque chose de vraiment pain point de suivi. Puis maintenant, tu peux le demander à ChatGPT de OK, c'est à peu près ça que j'ai. Mais maintenant, je pense que dans le futur, on va être vraiment capable d'avoir un pinpoint. OK, c'est ça que tu as. J'avais parlé quand j'avais fait un stage en physio, elle m'avait dit, tu sais, je parlais à la physio, puis elle avait dit, des fois, ça prend quelques sessions avant qu'on ait vraiment un diagnostic. Tandis que là, je pense que, tu sais, l'IA va vraiment aider à avoir un diagnostic précis en combinaison avec le savoir du clinicien. Mais ça va beaucoup aider dans le plan de traitement. As-tu vu pas un retard, mais une adoption facile, moins facile dans le médical, dans la santé au Québec par rapport à l'intelligence artificielle? J'ai comme entendu des bribes de ça, mais je suis pas une connaissance super. Ça va beaucoup être dans le data privacy, je pense. Fait qu'à quel point est-ce que le data est sécurisé? C'est des clouds américains qu'on n'a pas accès. Ouais. Puis le data anonymisé. Fait que, tu sais, là, ça va être de voir est-ce que l'IA va être capable de vraiment d'avoir tout l'aspect cybersécurité tout en étant super intelligent. Je pense que oui. OK. Sweet, tu vois Aura Médical où dans 5 ans? Est-ce que tu as des nouveaux produits, une expansion plus aux États-Unis, ailleurs, sur la Lune? Je sais pas. Ouais, 100%. 100% sur la Lune. Non, mais on veut aller vers l'adulte. Donc là, en ce moment, on avait une belle niche avec l'enfant. Mais ça nous a permis de nous créer un nom.
Puis on a un bel impact. Okay. Puis là, on veut aussi aider plus de personnes. Il y a 800 millions de personnes dans le monde qui ont des problèmes de mobilité. Donc, il y a beaucoup de personnes. Puis la réalité, ça va être toi puis moi plus tard. Là. Peut-être toi. Définitivement que je vais être dans la gang avec toutes les blessures que j'ai accumulées. Non, mais je pense qu'on va être plus vieux. Je me dis, ça serait le fun d'avoir quelque chose qui nous aide à être vraiment indépendant jusqu'à 100 ans. Là, qu'on puisse être super mobile, pas utiliser la marchette que je vois à la pharmacie, mais d'utiliser quelque chose qui me rend quand même super mobile. Puis que... fait que ça, c'est un peu la vision que je vois. Où est-ce que... Chip dans la tête, exosquelette, sign me up, Scotty. je peux avoir une qualité de vie plus supplémentaire. Là. C'est ça. J'en vois les personnes âgées, il y en a qui c'est des vrais crises de struggle. Là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que ça te dit, autant qu'on est chanceux d'être autant indépendant puis mobile qu'on est maintenant. Puis c'est ça que je fais souvent réaliser quand je fais des pitchs. Je parle aux investisseurs en disant, je sais pas à quel point vous savez, à quel point vous êtes chanceux d'être venu ici à pied aujourd'hui, tu sais. Parce qu'il y a une bonne gang, 800 millions de personnes, que c'est vraiment difficile, tu sais. Ça, c'est un aussi bon hook de pitch, by the way, Sarah, j'aime ça. Ouais. C'est le même que j'ai gagné le Start. Toi, là, Roger Vici, lève-toi. Ce que tu viens de faire, 800 millions peuvent pas. Legit, ça ressemble à ça. C'est force. Ouais. Je suis Modern Jesus, investi. Mais c'est vrai, tu sais, puis il y a des steps pour se rendre là, tandis que, tu sais, comme je dis, le plan de remboursement là, pour une chip dans la tête, il est pas là encore, tu sais. Pas encore. Fait qu'il faut suivre un peu, tu sais, le processus de remboursement pour qu'on va se rendre là à un moment donné, puis c'est là que Aura Médical veut se rendre, veut rendre la réadaptation accessible, veut faire en sorte que les gens soient capables de marcher, peu importe où, peu importe quand. Fuck yeah. Amen. Je suis rendu dans mes dernières petites questions quick là, pour notre closing. Quel SaaS tu utilises à l'interne qui te rend de bonne humeur ou qui t'aide beaucoup? Genre? Ouais. C'est pas le même pour moi que pour mes... Name droplet. OK. Moi, c'est ChatGPT. Ouais. Parce que ça me sauve du temps. Parce qu'avant, genre, tu sais, je suis un peu perfectionniste dans ma vie, puis j'essaye que non, là, mais quand j'écris un message en anglais, des fois, je fais des fautes. Puis une partie de moi qui est comme, j'aime pas ça faire des fautes quand je parle à un potentiel investisseur, tu sais. Fait que ChatGPT m'aide avec mes fautes d'anglais. Puis ça me rend heureuse. ouais, c'est simple, mais c'est efficace. Ouais. Sinon, HubSpot pour tracker mes ventes. Ouais. Je suis très sales-driven. Fait que de voir que j'ai un pipeline, ça me rend contente. Ouais. Faut que je me discipline sur mon pipeline à moi. Ça me rappelle. Puis ensuite, mes collègues, c'est moi aussi, là, mais plus eux parce qu'ils aiment beaucoup plus ça. C'est ClickUp. Ouais, c'est Project Management, ClickUp? Ouais. C'est ça? Exact. Ouais, okay. Fait que tu peux tracker le temps que tu passes sur chaque tâche, qui est très utile pour tes projets RS&DE. Mais aussi, nous, on l'utilise pour toutes les KPI d'entreprise. Fait que on fait des objectifs globaux pour l'année. On fait des objectifs globaux pour l'année. Puis on le sous-divise par corps. Fait qu'ensuite, par corps, on a des objectifs. Puis on les track avec des KPI. Des Key Performance Indicators. Fait que là, on sait chacun a besoin de faire quoi. Fait que là, tu peux voir comment les gens dans l'équipe... mais on est tous driven, là. Fait que on se connaît assez. C'est le même noyau. Fait que, ouais. Parfait. Puis, écoute, je me sentirais mal de pas name drop pour Louis, parce que j'ai vu dans mes notes. Mais Louis, lui, il tripe sur Figma. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Figma, pour le rendu, mais c'est Guillaume aussi, très beaucoup sur ça. C'est pour le rendu de faire des previews de quoi l'app pourrait avoir l'air. Fait que UI, UX, Wise, il aime beaucoup ça pour faire des petits plans avant de l'exécuter. 100%. Ça m'a dit avec des tools d'AI intéressants, il faut que je l'essaye aussi, Figma Make et d'autres trucs. Sweet, ici, une nouvelle question que je pose à la majorité du monde dans qui j'interviewe, c'est si je te demandais de te décrire comme personne, mais que tu n'avais pas le droit pantoute de parler de ta carrière, ton boulot, ta job, qu'est-ce que tu me dirais? J'aime ça faire du bien aux gens. Make sense. Ouais. Puis j'utilise le levier d'Aura pour le faire à travers ma carrière, mais
je pense que juste le fait de voir des gens sourire, tu sais, peu importe comment, là, c'est ça que j'aimais en physio, là. C'était comme je voyais les gens sourire. Fait que, tu sais, peu importe le véhicule de... Une petite chatouille. Ouais. Ça me fait... Ouais, c'est aider vraiment, le monde. Ouais. Écoute, c'est beau. T'as-tu des shameless plugs? On est pas mal, est pas mal sur notre closer. N'importe quoi à plugger. La table est à toi. Fait que je vais ouvrir je vais ouvrir un peu en marketing. OK. Parce que là, on est rendu à un point où est-ce qu'on on a assez de leads parce que ça vaut la peine de tracker ce qui marche puis ce qui marche pas. Nice. C'est cool, ça. Ouais, c'est ça. Belle on s'est rendu là. Fait qu'on va ouvrir un poste en marketing bientôt. Let's go. Si vous connaissez quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui voudrait essayer qu'un enfant pourrait bénéficier d'utiliser un appareil comme le nôtre, Kids Physio Montréal, qui est une clinique qu'on s'entend super bien avec eux, ont un Levity, fait qu'ils peuvent faire des essais. OK, wow. Ouais, fait qu'ils peuvent reach out à nous ou à Kids Physio Montréal. C'est Kids Physio Montréal? Ouais. OK. Je le mettrai dans les show notes aussi. Ah ouais. Puis si jamais on veut appliquer au poste de marketing, c'est sur ton site, as-tu un onglet carrière ou quelque chose dans le genre, ou sinon sur LinkedIn peut-être? Ouais, soit ils peuvent m'écrire sur LinkedIn, Sarah Lambert, mais sinon ils peuvent écrire à info@auramedical.ca. OK. As-tu d'autres choses à plugger ou ça fait le tour? Ça fait le tour. Ça fait le tour? Ouais. C'est excellent. Écoute, continue ton bon travail, toi puis ta gang de driven crinqués chez Aura Medical. On a besoin de plus de startups comme ça, je pense, dans notre civilisation. Merci beaucoup. Cheers! Merci! All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Vasco, partenaire produit Ça se passe. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish.
Puis, last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!